Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation, Aurélie Hendrix et à la technique, Laurent Verly. Aujourd'hui, nous accueillons 3 collègues et chercheuses à l'IWEPS. Anne Depré, bonjour et bienvenue. Bonjour. Christine Reuters, bienvenue également. Bonjour Aurélie. Et Isabelle Roginster. Bonjour Isabelle. Bonjour Aurélie. Alors si vous êtes au micro aujourd'hui, c'est pour nous parler de la sortie de l'édition 2023 de l'indice de situation sociale de la Wallonie, qui est un indicateur complémentaire au PIB, donc le produit intérieur brut, qui est développé à l'IWEPS et qui dresse le bilan du progrès social de la Wallonie en comparaison avec l'évolution du PIB par habitant sur une période de 19 ans. Donc, il permet d'apporter des éléments quantitatifs, des chiffres, pour suivre année après année, depuis 2004, l'évolution d'indicateurs de la situation sociale et des déséquilibres socio-économiques en Wallonie. Alors Isabelle, quels résultats avez-vous obtenus cette année ? Comment évolue l'indice de situation sociale, l'ISS ? Donc cette nouvelle édition de l'ISS montre qu'entre 2004 et 2021, en tendance générale et sur l'ensemble de la période étudiée, la situation sociale en Wallonie s'est améliorée. Donc l'évolution de l'indicateur synthétique, calculé à partir de 47 indicateurs clés, et qui commence donc en 2004. Donc pour agréger tous ces indicateurs, on a choisi de mettre en base 100 la première année 2004. Et donc, on obtient une valeur de 102,2 en 2021 et même une estimation provisoire de 102,6 pour 2022. Et donc, comme on est au-delà de 100, c'est une amélioration qu'on observe de la situation sociale pour les moyennes. Donc, c'est un indicateur qu'on dit complémentaire au PIB. Donc, on va le comparer avec l'évolution du PIB par habitant, qu'on met aussi en base 100 pour pouvoir comparer les deux évolutions de manière parallèle. Et on a une augmentation qui est assez prononcée du PIB par habitant pour atteindre 114,2 en 2021. Et donc, c'est un premier point important de résultat, c'est qu'on a une amélioration beaucoup plus forte du PIB par habitant que de la situation sociale en Wallonie sur une période donc de presque 20 ans. Donc là, j'ai dressé un portrait de l'ensemble des tendances sur l'ensemble de la période, mais il est aussi intéressant de regarder les résultats pour les tendances plus récentes. Donc on peut observer que la crise de la Covid-19 de 2020 a donc entraîné une contraction de l'activité économique, une chute du PIB par habitant, et que depuis, le PIB a reparti à l'augmentation. Et si on regarde en parallèle l'évolution des indicateurs de situation sociale et de déséquilibre, on a une diminution pour cette même année 2020. Et du côté des déséquilibres, on était en forte hausse au cours des 5 dernières années. Et depuis, on observe une stabilisation. Donc les déséquilibres restent à un niveau élevé, mais ils n'augmentent plus. Et on peut peut-être rapprocher ça avec toutes les mesures qui ont été prises en termes d'aide à la population pendant la période de la Covid. Si on regarde maintenant les tout derniers chiffres, donc les résultats pour l'année 2021 montrent donc une reprise de l'activité économique et un maintien de la situation sociale en termes de moyenne. Donc c'est vraiment important de comprendre ici qu'on parle de la population dans son ensemble et en termes de moyenne. Et pour 2022, on voit de nouveau une reprise de l'activité économique et une stabilisation de tous les indicateurs, situation sociale et déséquilibre. Et cet indice, il est composé de différentes dimensions, comme la formation, l'emploi, la santé par exemple, qui regroupent elles-mêmes des indicateurs clés. Donc il est donc intéressant de descendre à ce niveau-là. Tout à fait, oui. Et c'est vraiment l'examen par dimension qui permet d'aller plus loin et de nuancer les tendances observées. Parler par dimension, c'est aussi vous donner quelques exemples des indicateurs clés. Donc, comme je le disais, il y en a 47. Si on prend quelques dimensions qu'on peut sélectionner ici, par exemple la dimension emploi,
On a une progression du taux d'emploi et du salaire médian pour les Wallonnes et les Wallons. Mais dans la même dimension, on a aussi une forte augmentation des travailleurs en incapacité de travail de longue durée, donc liés à des burn-out ou des dépressions. Je peux donner aussi quelques exemples pour la dimension qu'on a baptisée valeurs. On a une progression de la solidarité, de la générosité des Wallons ou des Wallonnes, particulièrement forte en 2019. On observe dans cette même dimension une réduction récente de la satisfaction de vie. Dans tous ces résultats, voilà, il y a aussi la question des déséquilibres et des indicateurs de déséquilibre. Et parmi les indicateurs qui ont beaucoup augmenté dès 2016, on a la part de plus en plus élevée de jeunes qui sont bénéficiaires du RIS, le revenu d'intégration sociale, par rapport aux autres adultes. On a des écarts de genre pour les jeunes en décrochage scolaire qui augmentent, ou encore on a sur les questions de taux d'emploi, une augmentation des écarts relatifs des taux d'emploi en fonction du niveau de diplôme. Et au-delà du cadre statistique qu'offre l'ISS, vous étayez votre rapport par une analyse quantitative et qualitative des impacts des crises donc sanitaires, économiques, énergétiques, climatiques sur l'évolution des conditions de vie et des inégalités sociales en Wallonie. Cette analyse, elle a été réalisée à partir d'une revue de la littérature et d'entretiens avec notamment des acteurs de terrain. C'était important de venir compléter et nuancer les enseignements fournis par l'ISS. Christine Reuters ? Oui, c'est important dans la mesure où l'indicateur synthétique de situation sociale, comme son nom l'indique, c'est un indicateur synthétique. Ça veut donc dire que nous sommes contraints de choisir les statistiques que nous allons mobiliser pour construire nos indicateurs en tenant compte notamment de la pertinence statistique des indicateurs. Nous avons 6 critères d'acceptabilité qui nous permettent de pouvoir choisir les indicateurs que nous allons retenir pour entrer dans la composition de l'indice synthétique. D'une part, un critère de pertinence par rapport aux leviers d'action par les utilisateurs wallons, des indicateurs qui doivent être faciles à comprendre, des indicateurs qui doivent être fiables et valides, qui doivent être sensibles au changement, puisque le propre de l'indice synthétique de situation sociale, c'est de pouvoir comparer dans le temps les indicateurs. Donc, il nous faut disposer de données accessibles chaque année, par exemple, et ils doivent pouvoir varier dans le temps. Par ailleurs, un autre critère d'acceptabilité, c'est d'être un constituant ou un déterminant de la situation sociale. Ce faisant, ça nous permet d'avoir à la fois un spectre indicateur d'assez large qui se retrouve alors dans le tableau de bord, mais qui ne se retrouve pas directement dans l'indice synthétique, mais nous avons des freins. Par exemple, nous ne savons pas utiliser des données qui ne seraient pas actualisées, par exemple, chaque année, mais qui pourraient être intéressantes. Par ailleurs, un autre frein, c'est que nous ne pouvons pas mobiliser des données, par exemple, d'enquête générale auprès de la population qui croiseraient plusieurs critères pour approcher des populations, parce qu'à un niveau régional, ces données ne sont pas fiables, valides. Ce qui explique la nécessité et l'intérêt, en tout cas, de recourir à d'autres sources de données, que ce soit d'ailleurs des données qui proviennent d'études académiques, scientifiques, mais aussi des études qui sont publiées par des acteurs multisectoriels tels que l'INAMI, les mutualités dans le domaine de la santé, le Conseil national du travail ou le Conseil central de l'économie pour l'approche revenu, mais aussi la Fondation Roi-Baudouin, les CPAS bien sûr, voilà, une multitude d'acteurs qui permet vraiment d'enrichir l'analyse en tenant compte de populations précises qu'on ne parvient pas à avoir à travers l'indice synthétique, mais aussi des données plus actuelles ou disponibles, mais qui ne le sont pas chaque année. Donc on peut nettement enrichir l'indicateur synthétique. Et qu'est-ce que cette analyse complémentaire a permis de mettre en lumière ? Ce qu'elle permet de mettre en lumière en tout premier lieu, c'est vraiment d'aller au-delà de ce que les moyennes peuvent nous donner à travers l'indice synthétique. Quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire ? C'est vraiment déceler les situations d'inégalité sociale. On prend l'exemple dans l'ISS, Isabelle a cité les 47 indicateurs retenus, mais parmi lesquels une majorité d'indicateurs, en raison de leur disponibilité, qui rendent compte d'une moyenne, d'une situation moyenne. Nous avons nettement moins d'indicateurs qui rendent compte de déséquilibre socio-économique ou d'inégalité sociale. Et ici, en activant ces autres sources,
ça permet vraiment de déceler à la fois les populations qui, quelque part, sont les plus exposées aux différents risques de précarisation à travers les différentes dimensions. Donc, par exemple, je vais les citer, les familles monoparentales, les personnes isolées, les jeunes, les personnes à faible niveau d'éducation, les personnes d'origine étrangère, les personnes sans emploi, les personnes en situation financière précaire, les personnes en incapacité de travail de longue durée. Et on va voir qu'à travers chaque dimension, ces populations cumulent le processus de précarisation. Ça, c'est une chose que cette étude complémentaire permet de mettre en exergue. Et autre chose, elle permet aussi de mettre en exergue surtout l'analyse qualitative à partir des entretiens menés par Anne. C'est vraiment les processus, la démarche qui fait que les personnes vont basculer à un moment donné dans la précarisation. Et puis alors, on aborde aussi à travers ces études complémentaires des problématiques qu'on n'aborde pas du tout dans l'ISS ou qu'on évoque. Je prends le cas de la formation, on évoque le problème de l'abandon scolaire, mais à travers les études, on va plus loin et on questionne le problème finalement de la désaffiliation scolaire. Quels sont les processus qui vont expliquer qu'à un moment donné, les jeunes vont décrocher? Voilà, mieux appréhender les problématiques et vraiment le processus de fragmentation et de précarisation des populations. Et parmi ces problématiques, la question de la santé est essentielle aussi. Ah oui, c'est un élément, vraiment une dimension majeure. Plusieurs points sont mis en évidence dans l'étude, mais évidemment, le plus prégnant, c'est le problème de la santé mentale. La santé mentale, à la fois qui concerne une grande majorité de la population, mais là où on est très interpellé, c'est évidemment la problématique des enfants et des adolescents qui à la fois ont été très interpellés, très malmenés, je vais dire, par la crise sanitaire, mais aussi par les différentes crises successives. Une situation très préoccupante, alors là, qui porte vraiment sur le terrain, sur les professionnels, c'est de constater qu'il y a une offre tout à fait insuffisante et une saturation des services psychiatriques ambulatoires. Donc, problème d'enfants ou de jeunes qui sont un peu laissés à leur compte et qui recourent de plus en plus soit à l'alcool, soit à des drogues. Et donc là, il y a vraiment un appel des travailleurs de terrain à ce qu'il y ait une mise en place de mesures structurelles pour assurer vraiment le suivi de ces jeunes en détresse. Ce que les travailleurs sociaux observent aussi, c'est le fatalisme ou la résignation, voire l'incapacité à agir de ces personnes qui sont exposées à ces problèmes de santé mentale, avec évidemment des conséquences en cascade. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On voit le cumul des problèmes. C'est que évidemment les problèmes de santé mentale de ces jeunes entraînent un problème de décrochage scolaire, entraînent un problème de niveau de diplomation, je vais dire. Du coup, conséquences sur le type d'emploi, les ouvertures possibles d'accès à des emplois intéressants. Donc, le deuxième point important que nous mettons en évidence dans le rapport, c'est le problème de l'accroissement des maladies chroniques. C'est un phénomène important parce que l'accroissement des maladies chroniques entraîne évidemment des conséquences, que ce soit sur le plan économique et social, en lien notamment avec la perte d'emploi et la perte de revenus. Mais parallèlement, une augmentation des dépenses médicales. Donc, on est là vraiment dans un cercle vicieux et les personnes de niveau socio-économique les plus faibles sont les plus exposées au risque de maladies chroniques. Donc, on comprend bien là vraiment le cercle vicieux. Parmi les maladies chroniques, le phénomène qui est vraiment le plus interpellant, c'est l'augmentation des dépressions et des burn-out. Pour juste citer un chiffre, si on regarde l'ensemble des personnes en incapacité de travail de longue durée en général, entre 2016 et 2021, on a une augmentation de 22% de ces personnes. Et si parmi ces personnes, on regarde les personnes qui sont en burn-out ou en dépression, on a une augmentation de plus 44% entre 2016 et 2021. C'est vous dire l'ampleur du problème. Alors, lié à ce problème d'accroissement des maladies chroniques, on a le phénomène de renoncement aux soins de santé, où on voit qu'en 2022, une personne sur 3 a dû renoncer à au moins un soin de santé pour des raisons financières. Et on remarque aussi que ce renoncement a augmenté dans toutes les disciplines. Mais on voit aussi que c'est la dépression et ses déterminants qui exercent la plus forte influence sur le renoncement aux soins.
Autre point, et j'en resterai là pour ne pas être trop longue, mais autre point important me semble-t-il, c'est qu'on remarque qu'en dessous d'un certain seuil de revenus, les risques de santé sont beaucoup plus élevés, mais on observe aussi un gradient continu selon le lieu d'habitation. C'est-à-dire que l'état de santé se dégrade de façon continue à mesure que le revenu du quartier dans lequel on habite diminue, relativement évidemment à l'état de la santé de la population totale. Et de la même manière, dans les quartiers les plus riches, on observe que le risque de mortalité diminue à mesure que le revenu du quartier augmente. Donc on voit bien l'effet aussi plus macro de ces problèmes de maladies chroniques en lien avec une paupérisation de la population. On ne pourra pas parler ici de tous les aspects que vous abordez dans votre analyse, puisque vous abordez aussi les questions du travail, du logement, de la vulnérabilité énergétique, de la formation des revenus et j'en passe. Mais si on devait en évoquer quelques-uns ou en choisir un, peut-être le plus marquant, quel serait-il, Anne Depré ? La première thématique marquante est peut-être le logement. Tout le monde a besoin d'un toit pour d'abord se construire. Donc c'est peut-être un problème numéro 1. L'accès au logement, comme l'a dit précédemment Isabelle, est devenu de plus en plus compliqué partout en Wallonie, particulièrement pour les personnes précarisées, et cela pour différentes raisons. Le loyer a augmenté pratiquement partout en Wallonie, une tendance structurelle finalement, d'un faible pourcentage de ménages vivant dans un logement social est un autre facteur. L'augmentation de l'offre touristique dans les zones plus rurales et dans les zones plus touristiques est également un facteur qui limite l'accès au logement locatif pour les personnes à moindre revenu. Dans le type de logement qui manque particulièrement, il y a beaucoup de petits logements. Donc il y a une demande assez forte pour des petits logements, pour des ménages d'isolés, mais également pour de grands logements avec beaucoup de chambres pour les familles nombreuses. Un autre aspect de l'accès difficile au logement en Wallonie est relié à un autre problème qui est vraiment important en Wallonie, c'est la mobilité. Donc quand on essaie de loger ou de reloger, par exemple après des inondations, des ménages précarisés, on leur propose parfois des solutions éloignées de centres urbains, de services, d'écoles, de lieux où il peut y avoir du travail. Et pour des personnes qui n'ont pas de véhicule et dans une Wallonie où beaucoup d'endroits sont caractérisés par une très faible offre de transport en commun, c'est un autre problème. Le fait qu'il y ait une augmentation finalement de candidats locataires provoque aussi une accentuation des discriminations. Et les discriminations que l'on constate en 2023, finalement, sont les mêmes que celles constatées les années précédentes. Donc, ce sont les familles monoparentales qui sont plus discriminées, les personnes étrangères également, des cas de discrimination envers des personnes en chaise roulante ou dites à mobilité réduite sont également constatés. Il faut aussi savoir qu'on peut cumuler des discriminations. Donc on peut à la fois être étranger, mère dans une famille monoparentale et aussi toucher un revenu d'intégration sociale. Le revenu d'intégration sociale, ça c'est une autre forme de discrimination très forte pratiquée par certains propriétaires. Le problème de la rénovation des logements, donc on a toute une série de politiques de rénovation et d'amélioration de capacité énergétique des logements. C'est une très très bonne chose, tout particulièrement dans le logement public et social. C'est très intéressant de rénover les logements sociaux en Wallonie vu l'augmentation de la demande de logements accessibles financièrement, tout simplement parce que le logement social offre un logement dont le loyer n'augmentera pas en raison de la rénovation. Oui, donc tous les résultats que vous venez de nous exposer sont le fruit d'un travail de synthèse suite à des entretiens que vous avez eus avec des acteurs de terrain et notamment des travailleurs sociaux qui vous ont fait part aussi de difficultés ou en tout cas qui ont constaté la transformation de leur travail.
Oui, et il était important de consulter, d'interviewer des représentants du travail social dans la mesure où ils fournissent un éclairage supplémentaire sur la situation et la précarisation de différents groupes de personnes précarisées, sur certaines pratiques aussi, des pratiques envers les personnes précarisées, des pratiques aussi de professionnels et du droit et du social dans un contexte de précarisation, et parce que ces acteurs aussi éclairent certaines zones d'ombre, des zones d'ombre laissées par les statistiques qui ne peuvent pas tout dire non plus. En ce qui concerne le travail social, c'était important d'en consulter dans différents sous-secteurs du social, dans les CPAS, dans le secteur du logement social, dans les relais sociaux, dans des ASBL qui s'occupent de personnes précarisées tant en ville que dans les zones plus rurales, parce qu'on a essayé aussi d'avoir une certaine représentation de différentes zones géographiques, pas uniquement les grandes villes. Et une des premières choses qu'elle signale, c'est que un des grands changements dans le courant de ces toutes dernières années, avec un coup d'accélérateur pendant la crise de la Covid-19, c'est la digitalisation des services. Et donc, toute une série de tâches étaient autrefois effectuées dans des services qui étaient moins digitalisés, comme les banques, comme les mutuelles, comme certains services publics également. À présent, certaines démarches sont effectuées par les travailleurs sociaux. Autrefois, la personne allait devant un guichet et à une banque et obtenait son argent ou obtenait le renseignement. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus compliqué et c'est souvent le travailleur social, soit d'un CPAS, soit du secteur associatif, qui doit accompagner la personne pour qu'elle ait accès à son argent, pour qu'elle récupère finalement ses droits sociaux, mais aussi tout simplement ses droits administratifs. Et donc, cette transformation et cette digitalisation des services pour les travailleurs sociaux a occasionné, en tout cas dans ce premier temps, une surcharge de leur travail. Donc ils doivent accompagner les gens, ils doivent remplir des formulaires, les personnes n'ont pas nécessairement un boîtier pour introduire la carte d'identité. Et donc les personnes oublient souvent leur code PIN, et bien souvent ce sont les travailleurs sociaux qui doivent vraiment aider les personnes à essayer de récupérer leurs droits. Un autre gros problème des travailleurs sociaux, c'est le manque de valorisation de leur travail. Donc ce sont des personnes qui travaillent avec bien sûr des personnes précarisées, voire très précarisées. Bien sûr, les conditions de travail sont dures, mais il n'y a pas eu de revalorisation, que cette revalorisation soit matérielle, le salaire, les conditions horaires, etc., ou symbolique. Et par ailleurs, un autre problème, c'est le fait que les travailleurs sociaux sont confrontés au manque de possibilités, en tout cas à court terme. Ils n'arrivent plus à trouver des solutions, ils n'arrivent plus à trouver suffisamment de logements pour les personnes précarisées, ils n'arrivent plus suffisamment à sortir les personnes de la pauvreté. Et ça, c'est quelque chose qui mine, qui fait en sorte que le travail social perd de son sens, et certains préfèrent carrément partir de ce travail que de gérer la misère. Donc, le travail social est en pénurie, c'est reconnu parmi les pénuries en Wallonie. Oui, on pourrait évidemment continuer à parcourir les différentes thématiques que vous abordez dans votre rapport. Malheureusement, on est un peu contraint par le temps. Alors, en guise de conclusion, Christine Reuters, que retenir de cette édition 2023 de l'ISS ? Donc, en perspective temporelle, la situation sociale moyenne de la Wallonie s'est améliorée au cours des 2 dernières décennies. Ça, on va dire que c'est la bonne nouvelle. Mais par contre, cette amélioration de la situation moyenne va de pair avec une détérioration des inégalités sociales, qui nous amène à dire que finalement, l'amélioration de la situation sociale de la Wallonie s'est faite aux dépens des groupes sociaux les plus fragilisés. Alors, sans évidemment répéter ce qu'on a déjà dit, mais quelques signaux d'alerte méritent quand même d'être signalés. C'est évidemment la forte croissance de la pauvreté et des difficultés financières pour des franges particulières de la population, mais en particulier sur de nouveaux profils. Comme je le disais tout à l'heure, on voit par exemple des travailleurs indépendants qui tombent dans la précarité, des travailleurs à temps partiel, des étudiants, des jeunes qui entrent dans la vie active.
Peut-être quand même signaler juste, sans vouloir revenir trop dans le détail, mais sur la problématique des revenus, pour donner un ordre de grandeur, il faut savoir que 1/5 de la population wallonne vit dans un ménage dont le revenu total disponible est inférieur au seuil de pauvreté. Et par ailleurs, près d'1 enfant sur 10 vit dans un ménage sans revenu ni d'un emploi ni du chômage. Et 1 enfant sur 5 vit dans une situation de déprivation matérielle. Ceci venant de chiffres de l'enquête Silk qui sous-estime la réalité puisque n'intègre pas dans son échantillon justement les populations les plus précaires qui sont en situation de désaffiliation sociale. Une fois que ceci est posé, peut-être dire un mot sur la problématique des parents qui sont en situation, c'est une expression reprise par Christine Mailly, qui sont un peu en situation de trop peu de tout. Pour ces parents, ça entraîne des difficultés particulièrement difficiles. Et là, il y a un manque de moyens structurels pour venir en aide à ces personnes. Et là, on insiste assez bien à travers les différentes, que ce soit les entretiens, que ce soit la littérature, le besoin de mesures structurelles comme levier pour lutter contre les inégalités. Problème induit par cette augmentation de la précarité au sein de groupes sociaux particuliers, c'est que ça crée une fragmentation sociale, une atomisation qui induit elle-même une méfiance accrue des personnes et des groupes sociaux les uns envers les autres et qui rend finalement compliqué toute mobilisation pour agir. Donc ça, c'est quand même un signal d'alerte important, me semble-t-il. Isabelle l'a dit tout à l'heure, une diminution du sentiment de bien-être, de la satisfaction de vie, mais aussi une détérioration de la confiance envers les institutions et les gouvernants politiques. Que ce soit une défiance en termes de compétences, d'éthique, mais aussi de capacité à protéger la population. Autre point d'alerte, une désaffiliation sociale des populations les plus précaires, avec un risque de non-recours aux droits et de rupture avec les institutions, et de là donc un processus de marginalisation, et donc une menace sur l'équilibre social de la Wallonie. Je n'en dirai pas plus par rapport au constat, mais on en arrive évidemment à cette idée qu'il nous faut changer de boussole. Et pour aborder cette idée de changer de boussole, nous nous sommes inspirés d'un des derniers ouvrages d'Olivier de Scutter, donc qui est le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains et l'extrême pauvreté. Son ouvrage s'intitule « Changer de boussole, la croissance ne vaincra pas la pauvreté ». Et en repartant du titre même de l'ouvrage, il nous semble bien que notre exercice de l'ISS montre à suffisance que la croissance ne réduit pas la pauvreté. Tout nous conduit à observer ce constat. Et paradoxalement, nous dit Olivier de Scutter, la croissance a même tendance à augmenter la pauvreté. Oui, et donc si je peux compléter, donc nous on construit ici un indicateur complémentaire au PIB, l'indice de situation sociale de la Wallonie, qui montre tout le sens d'avoir d'autres boussoles, et les résultats nous montrent la déliaison entre les évolutions du PIB et de notre indicateur. Ce qui est important aussi peut-être pour conclure, c'est de souligner l'importance d'aller au-delà des chiffres. Donc les chiffres nous apportent des moyennes, on observe des tendances. À partir de ces chiffres, on construit des analyses qualitatives, quantitatives, et puis toute une démarche qualitative pour aller encore au-delà et apporter énormément de nuances par rapport au travail. Merci. Merci Isabelle Regenster, Anne Depré et Christine Reuters d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre rapport est téléchargeable librement sur le site de l'IWEPS. Je vous invite à le lire pour approfondir le sujet et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.